Bonjour à tout le monde. Je ne présente pas nos invités d'abord parce que vous les connaissez et quand vous ne les connaissez pas, je vous convie à regarder dans vos dossiers et vous avez la bibliographie des uns et des autres. Mais voilà quand même deux personnages qui effectivement ont un parcours soit très long, soit un peu moins long, mais malgré tout significatif dans le domaine de l'économie sociale. Alors, je vais leur poser quelques questions. Je n'en ai préparé que 3. Mais je serai relativement bref en leur demandant de caricaturer volontairement, alors là je brutalise, de caricaturer leurs réponses de façon à ce que puisse y avoir un échange avec la salle qui les contraigne après à préciser et à, disons, peaufiner un peu cette caricature qui serait peut-être un peu trop grossière. Alors, c'est une table ronde sur l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social a fait débat et fait encore débat depuis quelques années en France et tout particulièrement dans les milieux associatifs. Alors, que ce soit un concept, comme on l'a vu ce matin, qui nous vient des États-Unis, qui nous vient des pays anglo-saxons, un concept d'ailleurs au contour mal défini et un peu flou, certainement n'y est pas pour rien. Mais le fait aussi, et on l'a vu ce matin, que l'entrepreneuriat social revisité par l'Europe risque d'avoir une connotation encore un peu plus économique, du libéralisme économique, peut effectivement encore ajouter à la vivacité des débats. Alors ma première question est, est-ce que la France, avec sa conception de l'association, donc je passe tout ce qui est attaché au statut associatif, la gouvernance démocratique, les exigences de régulation collective, serait-elle définitivement rétive, pour ne pas dire opposée, à l'introduction au sein de la famille de l'économie sociale, disons de formes pour entreprendre différentes, qui mettent l'accent davantage sur le leadership plutôt que sur la régulation collective, sur la lucrativité limitée plutôt que la non-lucrativité. Alors, qu'est-ce qui commence ? Alors, ça fait un paquet déjà de questions, mais je vous demande donc d'essayer d'être bref pour que on puisse donner la parole à la salle. Merci. Je suis surpris parce que je connais Jean Bastide quand même depuis très longtemps et il veut nous faire un espèce de débat télé, quoi, où on va se bagarrer comme si on était à la télé. Alors moi, je vais pas aller dans le caricatural, mon cher Jean. Mais c'est vrai qu'il y a des questions, donc il faut essayer de les affronter. Et pour quand même répondre un petit peu à ta demande, je voudrais dire tout de suite, en participant à cette journée importante de l'UNIOP sur le sujet, que je crois qu'il faut qu'on distingue deux questions. Il y a une première question centrale pour moi qui est les associations, une partie des associations, les associations gestionnaires, les associations qui sont dans l'économie, s'assument-elles comme entreprises associatives ? Ça, c'est la question centrale pour moi. Et puis il y a une deuxième question, c'est « Ah, mais toutes ces petites plantes-là qui s'appellent entreprises sociales qu'on voit émerger avec des jeunes créateurs, est-ce qu'ils ont le droit d'être dans la famille ou pas ?» C'est une deuxième question. Mais je demande qu'on commence par répondre à la première question. Et moi, j'y réponds depuis déjà un bon moment. Je pense qu'un certain nombre d'évolutions de la société font qu'une partie des associations, qui étaient par exemple des associations gestionnaires, réfléchissons sur ces mots, associations gestionnaires et entreprises associatives, il y a un passage de l'un à l'autre. Moi, je pense que dans le monde dans lequel on est, il faut vous assumer comme entreprise associative. Et s'assumer comme entreprise associative, ça veut dire que du coup, pour moi, entreprise sociale, c'est pareil. Et donc, moi, je vous propose d'inverser la phrase, plutôt que de dire nous ne sommes pas des entreprises sociales, c'est de dire les vraies entreprises sociales, c'est nous. C'est quand même un retournement de l'approche. Pourquoi ? Mais parce que aujourd'hui, j'ai travaillé avec Viviane Tchernonog là depuis un certain moment sur ce paysage associatif qu'elle a fait, qui est en train de sortir. Je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment d'une richesse considérable. Il y a des évolutions de société qui sont, elles sont là. Je veux dire, on peut pas les contester. J'en ai noté 3 ou 4. Bon, bien sûr,
La question des financements publics, la recomposition de ces financements, quand on voit le recul successif de l'État, des communes, des conseils généraux qui sont en crise, c'est un fait, c'est pas un choix. Il y a un tiers des conseils généraux qui sont en fait au bord de la cessation de paiement d'une certaine façon. Ils ne le seront pas parce que c'est pas des entreprises. Donc ça, c'est un fait. Les besoins sociaux qui sont nouveaux, qui émergent, il suffit de lire le rapport de cette année du Secours catholique pour voir ces besoins-là. Bon, il y a un certain nombre, je ne développe pas puisqu'il veut qu'on aille vite, il y a un certain nombre de tendances de fond qui, de mon point de vue, font que les associations doivent se penser comme des entreprises associatives. Et du coup, ça a des conséquences. Par exemple, je prends un seul exemple, puisque ici, vous êtes au Crédit Coopératif, et que en tant que banquier et en tant que président de l'IDES, il y a un sujet qui s'appelle les fonds propres associatifs. Bah, ce sujet des fonds propres associatifs, je pense qu'il faut le considérer comme une question valable pour des entreprises associatives. Dans les 30 ans qui viennent, la façon dont les associations ont fonctionné par rapport aux 30 dernières années, ça va être quelque chose de tout à fait différent. Dans les 30 dernières années, les associations dégageaient des excédents, elles les mettaient en réserve, elles se constituaient des fonds propres avec ça. Quand on regarde devant nous, ça ne va plus marcher comme ça. Ça va plus marcher comme ça. Donc il va falloir, je vois Jean-Michel Lécuyer qui est là, donc il va en parler, il va falloir chercher des fonds propres. Chercher des fonds propres comme le font les autres entreprises de l'économie sociale. Donc, comme je ne veux pas être long, pour moi, le premier sujet, on viendra sur le deuxième, c'est assumez-vous comme entreprise sociale. Associative, cherchez pas le nom, assumez-vous en tant que tel. Et du coup, revendiquez votre spécificité, revendiquez un certain nombre de choses, mais en acceptant d'abord ça. Et je ne comprends pas, d'ailleurs dans le débat d'aujourd'hui, comment, on se le disait avec Hugues tout à l'heure, puisque c'est un débat entre Hugues, hein, vous avez compris, ces deux Hugues qui sont censés se bagarrer à la tribune, comment se fait-il que le mouvement associatif ait peur de ces entrepreneurs sociaux quand on regarde les deux forces en présence? Je rappelle quand même qu'en France, le mouvement associatif, c'est 85 milliards d'euros de budget, c'est 1 800 000 salariés, c'est 15 à 16 millions d'élèves, tous les chiffres de Viviane Tchernonog. Mais à côté de ça, en France aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux dans le sens dont on va parler sans doute ensuite, de ce que la loi ouvre, c'est-à-dire les structures à forme SARL ou SAS qui se disent entreprises sociales, c'est rien à côté. La puissance, c'est vous. C'est le monde associatif qui a la puissance aujourd'hui. Donc cette puissance, on peut en faire quelque chose, s'appuyer dessus, et je termine simplement en disant, j'ai relu quand même 2-3 textes avant de venir, dont un qui avait fait couler pas mal d'encre. Je ne vois pas Laure Charrière, je pensais qu'elle était là pour la Commission Europe de l'UNIOPS, mais quand le commissaire Barnier a pris l'initiative de lancer une initiative sur l'entrepreneuriat social, il y a eu donc une communication de la Commission européenne. D'ailleurs, l'UNIOPS fait un très bon travail, je trouve, sur le sujet européen. Franchement, bravo, c'est de très très bonne qualité. Je lis la définition qui est dans cette communication officielle de la Commission européenne. En effet, une entreprise sociale, acteur de l'économie sociale, c'est écrit dans le texte de la Commission, acteur de l'économie sociale, est une entreprise dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires. Elle opère sur le marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante, et elle utilise ses excédents principalement à des fins sociales. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques. Vous vous retrouvez pas là-dedans, vous ? Moi, je m'y retrouve. Je ne vois pas. Alors, après, il va falloir rentrer un petit peu plus dans le détail. Et je suis sûr que Hugues va le faire. Alors, merci. Merci. Alors, Hugues. L'autre Hugues, pardon. Comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, oubliez peut-être la question initiale, mais voilà, il a mis l'accent sur l'entreprise associative. Moi, je me souviens à un moment donné d'un débat, y compris au Parlement, où on opposait le mouvement avec le gestionnaire. Et alors, l'entreprise associative, c'est quoi? C'est la liaison, j'espère, des deux, dans votre esprit. Alors, et vous, Hugues? Alors, moi, je vais pas caricaturer, mais je vais resituer. D'abord, je ne parle pas pour l'ensemble de l'économie sociale, je me situe au sein d'une organisation qui s'appelle ADSA à domicile et qui se situe et qui se pense comme étant une organisation d'entrepreneurs sociaux. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de sujet de débat avec Hugues Sibylle, puisqu'on considère que dans le champ notamment des activités de l'aide et des soins à domicile,
une fédération de 400 organisations, ben, il est nécessaire pour aujourd'hui exister, survivre, se développer, d'avoir de véritables démarches d'entrepreneurs. Si nous ne sommes pas des entrepreneurs sur les territoires, nous ne pouvons plus exister. Pourquoi ? Ben parce que vis-à-vis des financeurs, nous sommes en situation au quotidien de justifier nos financements, qui sont des financements sur des politiques de solidarité. Et c'est là-dessus où on a une divergence. C'est-à-dire que sur l'utilisation de ces fonds, il n'est pas question pour nous que ces fonds, des logiques de politique de solidarité, puissent rémunérer de l'actionnariat. C'est une des différences, par exemple, pour aller directement sur le fond. Mais sur la question de la problématique de savoir si nous sommes ou pas des entrepreneurs, nous nous considérons comme des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, alors particulièrement dans le secteur qu'on dise des services à la personne, mais c'est un mot dévoyé, c'est dans le secteur de l'aide et des soins à domicile, c'est-à-dire dans le secteur où il s'agit de prendre soin des personnes et donc de permettre le maintien à domicile sur des financements publics, quels qu'ils soient, puisqu'on est sur des financements famille, CAF, sur des financements assurance maladie pour les centres de soins infirmiers, ou qu'on est sur des financements APA dans le cas du Conseil général et de la CNSA, et donc c'est les fonds de l'État. Et donc sur l'ensemble de ces financements, on a évidemment des logiques d'efficience, c'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise ces financements à bon escient, qu'on les justifie, et d'autre part qu'on mette en place des politiques de qualité, des politiques de professionnalisation, des politiques aussi qui permettent de mutualiser, de diversifier l'offre. Donc on est des acteurs sur les territoires qui sont en capacité de répondre à la concurrence, de s'inscrire sur un marché. Avec une différence fondamentale, là aussi, sur ce qu'on pourrait nommer des sociétés commerciales qui n'auraient que ce registre-là. C'est que sur le plan d'une association d'aide à domicile, et ça a été extrêmement bien développé ce matin par M. Noguès, c'est qu'on a un triptyque, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une responsabilité économique, mais ce n'est pas la responsabilité économique qui est première. Et c'est ça qui fait différence. Ce qui fait différence, c'est que c'est la responsabilité sociale, c'est la finalité sociale, c'est le fait de servir les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, les personnes malades et les personnes qui sont dans le besoin ou qui sont dans cette situation de fragilité. Donc ça, c'est une différence essentielle. Le reste, évidemment, c'est la dynamique politique qui peut se jouer à l'intérieur de l'association. Et nous sommes porteurs de ça au niveau de notre fédération, c'est-à-dire que nous disons que nous sommes des acteurs sociaux et que nous sommes des citoyens, nous représentons les citoyens sur un territoire. Par exemple, sur la loi autonomie, nous sommes montés au créneau et nous allons continuer à monter au créneau. Et là, j'informe personne là-dessus avec le problème du détournement de la CASA et donc du financement de la loi sur la perte d'autonomie, où les fédérations, les associations ont un rôle à jouer qui est un rôle qui n'est pas simplement de prestataire, qui est un rôle d'acteur politique sur un territoire. Et donc, on compte évidemment garder cette triple dimension de l'association, qui a une dimension économique, qui a une dimension sociale, mais qui a une dimension aussi politique pour être sur un territoire en capacité de porter un message. Et ça fait différence. Je voudrais revenir maintenant peut-être sur ce qui nous a heurtés, ou plus exactement ce qui nous a bousculés dans le cadre de l'émergence de cette prise en compte des sociétés commerciales, enfin cette version inclusive de la loi ESS, et donc de la montée en puissance des sociétés commerciales comme étant une forme de recours, comme étant finalement l'avenir de l'économie sociale. C'est pas ce qui est écrit dans la loi, là, Hugues. Franchement, je m'excuse, on est là pour débattre, donc c'est pas ce qui est écrit dans la loi. Hein. Je l'ai quand même lu. J'ai participé aux travaux du Conseil supérieur de l'économie sociale. Je pense que ce que Benoît Hamon a fait, c'est d'avoir un texte ouvert, un texte qu'il appelle lui-même inclusif, et puis comme il va être là tout à l'heure, c'est lui qui défendra sa loi, mais je ne pense pas que j'ai jamais entendu dire au Conseil supérieur qu'on allait mettre les sociétés commerciales en situation d'avancée ou voilà. Franchement pas. C'est parce que Jean Bastide m'a demandé d'être caricatural. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on lit un certain nombre d'articles qui émanent d'organisations émanant de sociétés commerciales,
qui vantent les mérites. On a l'impression que finalement, on a une nouvelle forme d'ESS qui est en train de construire, qui est moderne, novatrice, et puis qu'à côté, on a les dinosaures qui, effectivement, continuent à subsister. C'est quand même un petit peu vrai. Bon. Alors, ce matin, on a beaucoup, vous voulez de l'évoquer, parler du caractère inclusif, effectivement, de la loi. Alors, est-ce qu'il est possible qu'au sein de la même famille d'économie sociale puissent cohabiter à la fois des entreprises qui sont des entreprises associatives, disons les trois grandes familles de l'économie sociale traditionnelle, et des entreprises à vocation plus commerciale, l'entrepreneuriat social étant un peu l'illustration, effectivement, et vu la vivacité des débats que a donné lieu l'inclusion de l'entrepreneuriat social, entre autres, dans la loi, montre bien qu'il y a un problème de périmètre, et on l'a évoqué encore ce matin, et que ce périmètre fait aujourd'hui quand même question. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir, d'une part, au sein d'une même famille, ceux qui ont référence principalement à des statuts traditionnels, et ceux qui auraient référence plus particulièrement, disons, à des faisceaux d'indices. Alors, est-ce qu'il est plus facile de vérifier l'adéquation au statut, quitte à ce qu'on vérifie aussi l'application des statuts, parce que les statuts, c'est une chose, l'application des statuts, c'est autre chose, et par comparaison, le faisceau d'indices. Alors, est-ce que on est beaucoup plus flou là dans le faisceau d'indices? Non, mais moi je voudrais dire la chose suivante. J'ai entendu un certain nombre d'entreprises sociales, d'entrepreneurs sociaux dire les statuts ne sont pas vertus. Je trouve que c'est très réducteur. Et j'entends de l'autre bord des gens dire à partir du moment où on a les statuts, on est quand même du bon côté de la force, comme on disait dans la guerre des étoiles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces deux positions. Je pense que la vérité du sujet, c'est comment, et c'est quand même, ça fait 35 ans que je suis un militant de l'économie sociale, la vérité de l'affaire, c'est comment se joue la relation entre trois éléments, le projet, les statuts et les pratiques qui sont derrière. C'est un triangle. C'est pas parce qu'on a les statuts qu'on a forcément un projet qui correspond à ce que tu dis, Hugues, sur l'engagement citoyen local. Et c'est pas parce qu'on a un projet qu'on a forcément les pratiques qui vont en face. Donc c'est une tension entre les trois choses. Et si on prend par exemple la question du projet, moi je constate que dans un certain nombre de pays d'Europe, sur des projets, disons, à dominante sociale, c'est d'autres formes que les associations qui les rendent. Je pense par exemple aux coopératives sociales italiennes. C'est des projets qui sont comparables aux vôtres, mais c'est géré par des coopératives. Le projet est le même. Le statut est différent. Vous, il est associatif, il est coopératif en Italie. Et l'ancien délégué interministériel que je suis se rappelle de l'offensive qui avait été celle du mouvement associatif au moment de la création des coopératives d'intérêt collectif. Puisque j'étais à la manœuvre pour faire cette loi, il y a eu une offensive assez forte qui était quand même, en gros, on défend notre statut d'associatif face à ce statut coopératif. Mais c'est autre chose que le projet. Le projet, c'est de savoir à qui on rend un service, pour faire quoi, comment on le fait, etc. Et donc, aujourd'hui, dans la loi telle que Benoît Hamon l'a rédigée, c'est vrai qu'il a fait ce travail d'ouverture. Et c'est vrai que donc je suis d'accord avec Hugues et avec les gens qui ont une vigilance sur ces sujets. Je pense qu'il y a honnêtement, c'est vrai qu'au niveau européen, parce que je vous ai donné la version qui m'arrangeait au début, mais il y a un petit codicile en bas de page qui dit, je ne sais plus où, mais qui dit on entendra dans ce texte le mot entrepreneuriat social au même titre que le mot social business. Moi, je fais une différence assez forte. Donc, oui, je suis d'accord sur le fait de dire qu'il y a des ambiguïtés. Mais le texte de Benoît Hamon, je pense... Donc il faut que chacun aille le lire, parce qu'à un certain moment, il faut toujours se référer au texte. Je pense qu'il est équilibré. C'est-à-dire qu'il commence par rappeler les principes dans ce que j'ai dit, les valeurs, le projet de l'économie sociale et solidaire dans l'article 1. Et puis il dit, sont de droit membres de l'économie sociale et solidaire les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Et puis, il y en a un certain nombre qui ne sont pas membres de droit et où on peut s'interroger s'ils en font partie. Et là, il dit, sous réserve qu'ils respectent un certain nombre de conditions.
Donc, de mon point de vue, je trouve que le texte est relativement équilibré. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir une certaine vigilance pour que ce qui fonde l'économie sociale et solidaire d'un point de vue historique soit maintenu. Et de ce point de vue-là, en passant la parole, pour moi, le point central, le point le plus difficile, c'est pas tellement la gouvernance, c'est pas le projet, c'est la question de la propriété. Parce que il est vrai que dans une association ou une coopérative, la propriété, c'est une propriété collective. Elle appartient à l'association. D'ailleurs, c'est un bien qui va à l'intérêt général s'il est dissous. Alors que dans une ESA, une ESAS ou une SARL, cette propriété, elle est en partie une propriété individuelle. Ça, je pense que c'est une ligne disons de clivage qui peut exister, qui est importante. Sur les autres critères qui sont affichés par la loi, encore une fois, si on prend le problème de la gouvernance, donc de la pratique, parce que très souvent dans le monde de l'économie sociale, auquel j'appartiens pleinement, on dit mais nous, c'est pas pareil. Nous, on est collectif. Les autres, c'est d'horribles individualistes. Alors, comme j'ai quand même le privilège de l'âge dans cette salle, tu l'as rappelé que ça faisait longtemps que j'étais dans le circuit, le fonctionnement collectif, je le connais. C'est divers, on va dire. Il y a une biodiversité de fonctionnement collectif. Il y a des endroits, il y en a. Il y a des endroits où il y en a moins. Il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et je connais des structures dans lesquelles, a priori, c'est d'horribles individualistes. Et finalement, ils travaillent ensemble quand même. Hein. Bon. Donc, par contre, la propriété, ça, c'est sûr que c'est juridique. Et c'est une différence, je pense, très sensible entre les statuts. Hugues, est-ce que tu fais entendre une différence par rapport à ça ou est-ce que tu es... Oui, une différence. La différence, c'est de vous relater la façon dont nous l'avons vécu dans le secteur de l'aide et du soin à domicile, justement. Et donc, une de nos réactions, ça a été de dire, si au fond, toute société peut, par évolution, devenir de l'économie sociale, in fine, il y a une forme de dilution et, quelque part, une forme de banalisation. Et je vais prendre pour ça 2 exemples. Tous les ans, nous avons une grande réunion au niveau de l'aide à domicile qui s'appelle les Assises du domicile. Et dans les Assises du domicile, il y a les différents partenaires, le particulier employeur, la FEPEM, les responsables des sociétés lucratives, qui sont représentés par la FEDESAP, qui est adhérente à la CGPME, et par la FESP, qui est adhérente au MEDEF. Bon, la dernière réunion des Assises du domicile, le directeur général de la FEDESAP, en tribune, nous explique qu'il aide l'économie sociale. Alors, bon, très bien. Alors, effectivement, on a pu lui répondre que c'était absolument pas le cas. Le problème, c'est qu'on voit bien là la volonté d'acteurs qui sont sur des modèles capitalistiques. Là, il n'y a pas de discussion possible au niveau de la FEDESAP. D'ailleurs, ils le revendiquent tel quel. Et qui se prétendent être de l'ESS, interprétant de manière abusive. Et là, il n'y a pas de mauvaise intention de la part du ministère là-dessus, mais de manière abusive, la loi ESS. Donc, de ce point de vue-là, ça sème quelque part la confusion. Et du point de vue d'acteurs sociaux engagés sur les territoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on introduit une forme de concurrence quelque part déloyale. Alors, sera-t-elle exact au rendez-vous ? Sera-t-elle pas ? Mais en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est qu'ils souhaitent avoir accès à des types de financement en prenant les habits de l'économie sociale pour justement bénéficier. Avec le problème qui a été soulevé très bien ce matin, à savoir que l'agrément, c'est un moment T. C'est sur du déclaratif aujourd'hui. Et c'est qu'est-ce qui fait que dans 2 ans, dans 5 ans, ça sera revisité. Donc ça, c'est très différent, ça, des statuts. Ils sont adoptés l'année N, et puis l'année N plus 10, on les oublie parfois. Oui, alors, mais enfin, moi, je suis assez, comment dire, sur les questions de, il faut être plus vertueux que tous les vertueux. Moi, je veux bien, mais quand on regarde ce qui se passe au MEDEF ou à la CGPME, c'est pas non plus partout la qualité absolue. Bon, donc ce qui veut dire que c'est à nous, et ça, je suis d'accord, c'est aux responsables associatifs, c'est aux responsables des fédérations, c'est aux responsables dans les structures d'appliquer effectivement ce qu'ils disent et que les valeurs soit justement dans les pratiques. Et c'est bien ce qui nous motive, à la fois
je dirais, dans nos mouvements. C'est à la fois dans le cadre de notre adhésion à l'UNIOPS et à la fois aussi sur le versant employeur, hein, puisqu'on a oublié ce matin une information, mais sur le versant employeur, c'est l'adhésion à l'UDES, donc qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale, et qui permet, et c'est ça qui est intéressant derrière, quand on parlait de la question de l'entreprise, qui permet de mettre en place des dispositifs conventionnels et de créer des politiques de formation, des politiques de protection sociale. Et ça se fait pas dans son petit coin. Ça se fait parce qu'il y a mutualisation, parce qu'il y a construction collective. Ça se fait parce qu'il y a construction collective au sein des syndicats d'employeurs. C'est parce qu'il y a construction collective dans le cadre du dialogue social et des partenariats sociaux au niveau national sur des conventions collectives. Et le financement, il est assis sur cette mutualisation. C'est bien d'ailleurs pour ça que nous sommes vent debout sur les propositions du MEDEF de réduire à 0,9 la contribution légale sur la formation, puisque ça nous poserait un sérieux problème dans le cadre de la mutualisation sur la formation. Et on voit bien là toute la nécessité de l'économie sociale de travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souligné qui est très important. Et je pense qu'on a beaucoup de boulot à faire, c'est-à-dire interagir, travailler ensemble pour qu'il y ait des circuits de financement, qu'il y ait une meilleure solidarité entre acteurs de l'économie sociale. Ça ne veut pas dire qu'on est vertueux, que tout est gagné. Ça veut dire qu'on est en train de construire des solutions, on est en train de construire des réponses, et que quelque part, il y a cette avancée, si je puis dire, où cette loi crée un peu d'illisibilité sur ce versant-là. Je finis par un dernier exemple sur le versant employeur. C'est qu'est-ce qui va interdire demain matin le MEDEF de sortir un MEDEF de l'économie sociale et solidaire ? Qu'est-ce qui va interdire la CGPME de sortir un CGPME de l'économie sociale et solidaire ? Alors que ça fait 15 ans qu'on se bat pour obtenir une représentation de l'économie sociale en général, que celle-ci est aujourd'hui, je ne dis pas gagnée, mais on voit bien, il y a le rapport Combrexel, il y a toute une série d'avancées pour fixer une identité. Et donc, cette identité, elle risque d'être un petit peu mise à mal par ce flou qui va s'introduire en fonction de cette approche sur les sociétés commerciales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec eux. Ça ne veut pas dire ça. Aujourd'hui, par exemple, les sociétés commerciales, on travaille avec elles. Bien évidemment, sur les territoires, ça peut arriver. Et bien évidemment qu'il faut hybrider les ressources, c'est sûr. Mais pour autant que chacun reste sur ces territoires. Il y a une question derrière d'identité, moi, qui est importante. Non, mais je suis d'accord. Je veux dire, moi, je crois à l'identité de l'économie sociale et solidaire fondamentalement. Mais d'abord, quand même, une petite correction, parce que tu as dit tout à l'heure, toute société. La loi ne dit pas toute société commerciale. C'est le texte encadre. Dans l'article qui encadre le système, dans l'alinéa 2, elle respecte les conditions fixées au 1, et donc il est dit le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale, etc., au moins égal à 50% du bénéfice est affecté au report bénéficiaire. C'est quand même encadrant du point de vue de l'économie sociale. Donc je pense que c'est quand même pas le boulevard. Bon. Maintenant, moi je crois qu'il faut. C'est pour ça que quand tu nous invites à des positions caricaturales, je me dis parce que le débat est compliqué. Franchement, honnêtement, moi je suis dedans, j'ai pris des positions, je me suis peut-être trompé, je suis prêt à le reconnaître. Je me suis dit il faut qu'on bouge, sinon on va se faire bouffer. Voilà ce que je me suis dit. Alors, attends. Donc, je me suis dit, il faut qu'on s'assume maintenant comme entreprise associative. J'aurais préféré d'ailleurs qu'on puisse rester à l'entreprise associative. Je regrette que la CPCA soit hésitante sur le sujet. Hein. Un pas en avant, un pas en arrière. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et même sur la loi économie sociale et solidaire. Écoutez, chers amis, il faut quand même se parler des langages de vérité à certains moments. Moi, je suis membre du Conseil supérieur, je suis vice-président du Conseil supérieur de l'économie sociale. J'ai pas senti toujours le monde associatif à l'offensive, mais à l'offensive positive. Pas je défends mon territoire, mais je suis la force marchande de l'économie sociale. C'est moi qui représente les gros bataillons de l'économie sociale, parce que c'est quand même la vérité. C'est quand même, si vous regardez en volume d'emploi, c'est quand même le monde associatif qui représente. Et ça n'a pas été le cas. Donc du coup, on se retrouve dans cette position-là. Maintenant, pourquoi est-ce que Benoît Hamon, il va peut-être le dire tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il a fait une loi inclusive ? Il faut quand même se poser la question. Moi, je vois plusieurs réponses. Premièrement, on est quand même aujourd'hui à une échelle internationale et européenne dans laquelle on voit qu'il y a ce mouvement qui existe. Donc je pense qu'il l'a entendu, il l'a pris en considération. Deuxièmement, il a été, je crois, frappé par le fait qu'en se déplaçant sur le terrain, il allait dans des endroits où on parlait d'entrepreneuriat social et où il voyait beaucoup de jeunes qui étaient là, avec une pêche incroyable, qui avaient envie de ça.
Et ça l'a frappé, ça. Alors peut-être qu'il faut relativiser les choses. Moi, je suis d'accord. Je ne me laisse pas embarquer n'importe comment ça. Mais il a senti qu'il y avait au fond une énergie dans le pays autour de cette idée-là, et que cette énergie, plutôt que de dire va des rétro Satanas, je pense retournez directement au MEDEF et vous serez bien mieux parce que vous n'êtes pas clair sur le truc, il a plutôt eu la position de dire venez donc dans l'économie sociale et solidaire, vous y serez bien. Et moi je partage ce point de vue et je défends la loi de Benoît Hamon parce que je pense que sur le fond historique il a raison. Et je vous dis aussi, attends, je vous dis pourquoi, parce que j'ai vécu le truc sur l'économie solidaire. Sur l'économie solidaire, l'économie sociale a dit on n'en veut pas. Et puis maintenant ça s'appelle quand même économie sociale et solidaire. Et au début, on n'en voulait pas de l'économie. Et c'est dans cette maison qu'on n'en voulait pas. Je me souviens du discours du président de la Fondation du Crédit Coopératif, hein, à cette époque. Bon, passons. Mais j'ai une dernière question, alors, qui était un peu caricaturale, si c'était dans cette maison. C'était pas ici, mais enfin, c'était tout près. Une caricature, j'allais vous dire une sottise, mais est-ce que l'évolution ne fait pas en sorte qu'on classe au rang des finalités l'économie au même rang que les finalités sociales et humaines? Alors, n'allons pas jusque-là quand même. Mais est-ce qu'en définitive, ce caractère inclusif de la loi, le fait que toutes ces questions que vous venez de poser se posent aujourd'hui, il n'y a pas une chance pour l'économie sociale et pour les associations en général d'avoir une émulation entre, disons, ce qui émerge, et l'entrepreneuriat social est quelque chose d'émergent, et, disons, la tradition que l'on connaît bien chez nous, les quatre familles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, très rapidement, là, parce que j'aimerais bien qu'il y ait au moins 10 minutes d'échange avec la salle, et ça va être juste. Alors, très bref, là, caricature. Très bref. Donc, la loi, d'abord, j'ai pris quelques positions, mais au niveau de notre fédération et plus largement, bien entendu qu'on lui trouve beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on s'est focalisé sur la table ronde, sur la problématique de la démarche inclusive, mais évidemment que c'est une reconnaissance, ça a été dit ce matin, donc je ne reviens pas dessus, pour pas non plus caricaturer mes propos de ce point de vue-là. Deuxièmement, sur l'histoire de l'aiguillon, moi, je pense que l'aiguillon, ça a toujours du bon pour des entreprises, quelles qu'elles soient, et notamment des entreprises de l'économie sociale. Sur un aspect principal, à mon avis, c'est que on voit que les entrepreneurs sociaux, ils ont une très grande qualité. C'est qu'ils savent se vendre, mais une très grande qualité. Ce sont des champions du marketing, vraiment. Et alors que nous, on n'est pas bon. Voilà, on ne sait pas notre truc, même si on est capable de faire des partenariats. Par exemple, notre fédération fait un partenariat avec les SEC, donc sur la mesure de l'impact social. Ça, on sait faire. On sait travailler, on sait être proactif, on est très inventif. Sur la communication, sur le marketing, on a du mal. Sur la pression concurrentielle, elle existe déjà. On l'a déjà sur les territoires. Le problème que nous vivons, c'est qu'on ne voudrait pas qu'il y ait, alors là aussi, je vais sans doute être caricatural, mais qu'un certain nombre de sociétés commerciales prennent les habits de la vertu de l'économie sociale pour s'introduire sur des marchés et nous concurrencer sur nos territoires, en lien avec les conseils généraux, en lien avec des financements des politiques publiques, qui, je rappelle, sont aujourd'hui en déshérence et qui sont en diminution sur l'ensemble des champs. Et c'est, me semble-t-il, là-dessus que nous avons à nous battre. Hier, nous avons fait une journée famille sur l'intervention sociale dans notre fédération, mais c'est catastrophique. On a des diminutions partout de financement. Donc notre combat, il est là. C'est la reconnaissance des métiers, c'est la reconnaissance de notre utilité sociale sur les territoires. Et je ne crois pas... Il faut laisser un peu de place à Hugues, là. Oui, tout à fait. Mais je ne crois pas que de ce point de vue-là, franchement, ça serve à grand-chose d'avoir un nouvel opérateur. Franchement, je ne le vois pas. Je crois qu'on a au contraire à développer notre marketing autour de ce que nous faisons, de ce que nous sommes et de ce que nous portons comme message auprès du grand public, parce que notre barrière, elle est là. Et elle est au niveau du grand public. Et pour en témoigner, dans le champ de l'aide à domicile, on est, Yves Verrolet est là, Jean-François Lumière aussi, donc on est au niveau de la branche aide à domicile, on est très investi sur ces questions-là depuis un an. On achoppe sur une communication grand public parce qu'on ne sait pas faire. D'accord. Hugues, rapidement, juste un mot. J'aimerais bien qu'il y ait moi, je suis d'accord avec ce que Hugues a dit. Donc,
plus, au fond, ce mouvement d'entrepreneuriat social à forme commerciale ramène l'économie sociale et solidaire à bouger, à réaffirmer son identité, à être dynamique, mieux ce sera, je m'en réjouirai. Mais quand même, c'est pas que de la com. Parce que, en gros, on a un peu l'impression qu'il suffit de s'acheter une agence de com et tout va bien aller. Demain, vous allez être amené à aller essayer de monter des dossiers avec la Banque publique d'investissement. Et puis au niveau européen, ça s'appelle les European Social Enterprise Funds. Je ne l'invente pas, hein. C'est les faits. C'est les 500 millions de la BPI, c'est les fonds qui vont se créer au niveau européen. Donc cette démarche, et je suis content que Hugues finalement ait dit, mais nous assumons comme entrepreneurs, parce que c'est ça qui va quand même être important. Et là où c'est difficile, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop caricaturer le problème. Moi, je crois que fondamentalement, la difficulté de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps, mais c'est en même temps ce qui est beau et excitant, c'est qu'on est toujours sous tension entre un modèle économique et puis notre volonté sociale, notre utopie, notre projet. Et c'est tendu. Et en ce moment, c'est encore plus tendu qu'avant. Et pour s'en sortir, je crois que c'est là où il faut inventer, entreprendre autrement. C'est-à-dire, si l'entrepreneuriat social a pour conséquence que les entreprises associatives deviennent des entreprises comme les autres, je suis rigoureusement contre. C'est clair. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit des façons d'entreprendre autrement. Mais si on ne le fait pas, moi, quand même, je pense qu'ici, dans cette maison et ailleurs, on voit quand même bien la différence entre les associations qui font ce mouvement entrepreneurial, c'est-à-dire qui sont capables de diversifier leurs ressources, d'avoir des démarches qualité, de faire de la gestion de ressources humaines avec la gestion prévisionnelle des emplois, etc., qui s'en sortent mieux que les autres. Bien, merci. Alors, merci infiniment. Je m'excuse de vous avoir brutalisé un petit peu. Les questions peuvent se poser maintenant. On a 7-8 minutes. Ensuite, j'arrêterai parce qu'il faut absolument tenir le timing. Alors, moi, je retiens quand même que l'entreprise associative, c'est dans cette maison, mais dans les années 90, je parle pendant que la première main se lève, hein, organiser des colloques sur l'entreprise associative. Ça, c'était dans les années 90. Et c'était considéré comme tout à fait nouveau. Bon, madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Irène Perjean, présidente d'une association d'aide et d'intervention à domicile. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette journée et pour toutes les interventions. Je ne sais plus qui disait à midi que l'intérêt des interventions allait crescendo, mais dès ce matin, c'était très intéressant. Je ne peux que confirmer l'intérêt, bien sûr, de cette loi. Mais aussi tout ce qu'a dit le président de la fédération à laquelle j'appartiens, Monsieur Hugues Vidor. Hier, on avait une réunion où les deux mots importants étaient permanence et pugnacité. Je crois que c'est de ça dont il faut faire preuve là actuellement. Parce que si on est bien conscient de l'intérêt de cette loi, nous, en tant qu'association d'intervention à domicile, mon association ne fait pas du soin, moi, localement en Normandie, mais on est quand même très inquiet de la concurrence actuelle qui a déjà coûté la vie à pas mal d'associations de la fédération ou d'autres fédérations. Et à chaque fois, on porte le deuil de quelques associations qui ont fait faillite, qui ont mis la clé sous la porte et qui ont... Et là, moi, je me prépare à mettre des technicienne d'intervention sociale et familiale en chômage technique. Merci. Alors, je crois si je dis TISF, si je fais un sondage, je ne suis pas sûre que la moitié de la salle sache exactement ce que c'est. Ce qui veut dire, je dis ça parce que... Ici, c'est connu. Non, mais ici, peut-être. Ici. Mais dans les familles bénéficiaires, quand elles reçoivent un tract d'une entreprise commerciale qui leur dit qu'elle va faire de la garde d'enfants, etc., du repassage, à moindre coût et avec une belle offre marketing, et que nous, on leur propose quelqu'un de qualifié, d'une entreprise, d'une économie sociale et solidaire, je ne suis pas sûre qu'elles savent vraiment faire le bon choix. On a bien compris le problème qui était posé. Là, je pense que le plan de cohésion sociale a posé ces questions-là. Il y a déjà quelques années. Autre question. Voilà, monsieur. Et pendant ce temps, est-ce qu'il y a une autre 1, 2, 3. On aura juste le temps. Je ne sais pas si on pourra en prendre le quatrième. Monsieur, alors soyez bref, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Jean Caméret, président de la CRES Nord-Pas-de-Calais. À force de vouloir être ce que l'on a été, on finit dans le néant.
Et je rapproche ça de ce que disait Héraclite. Rien n'est permanent, sauf le changement. Est-ce que le changement du monde actuel, les mutations que nous vivons, pourraient permettre aux deux Hugues de nous trouver un terrain de consensus? Bon, j'ai l'impression que... Alors, on va prendre quand même toutes les questions. Oui, il y a le président de l'URIOPS Nord-Pas-de-Calais. Oui, merci. Moi, je ne vais pas revenir sur le débat entre les deux Hugues. J'ai quand même des petites questions toutes bêtes. En effet, quand on dit, bon, il y a des critères qui, je dirais, orientent et qui délimitent pour les entreprises, disons, à statut classique. Et on dit, bon, 50% des bénéfices non distribués. Mais moi, je me dis, n'importe quelle entreprise, si elle ne fait pas ça, elle se casse la gueule. D'accord? Si elle le faisait, vous ça irait permettez que je peut-être mieux, termine. hein. D'accord. Regardez les statistiques sur la part. Une entreprise, toute entreprise doit investir. D'accord. Et de toute façon, l'investissement, des bénéfices non distribués mis dans l'investissement créeront le développement, etc. Et alors, la question, c'est que beaucoup d'associations n'ont pas cette capacité. Elles ne sont pas parce qu'elles sont ringardes, parce qu'elles ne sont pas dynamiques, etc. Moi, j'aime pas beaucoup. On a un peu l'impression que chacun dit, bon, fait le partage entre les bons et les mauvais, les vertueux et les non vertueux. Tout ça ne m'intéresse pas. Hein, d'accord. Parce qu'on peut se renvoyer. Mais cette question du critère, c'est pas un vrai critère. Une entreprise qui ne va pas distribuer, qui va distribuer moins de 50%, elle va investir, elle va se développer. Et quelques années après, le propriétaire pourra la revendre et va bien récupérer, et plus que largement, le bénéfice qu'il n'a pas distribué. Hein, et ça rejoint la question du temps. Hein, combien de temps on peut être classé. Deuxième question que j'ai. Moi, j'ai une inconnue. C'est est-ce qu'avec cet élargissement, finalement, on va créer de l'emploi ou pas? On va créer de la véritable utilité sociale ou pas? C'est une question. Merci. Alors, il y a encore une question là. Par là, j'ai pas retenu. Oui, voilà. Monsieur là, au deuxième rang. Et puis ensuite, je demanderai aux deux intervenants à la fois de répondre et puis de conclure. Bonjour, Daniel RL, accueil de famille de malades hospitalisés. Ma question, c'est effectivement sur les deux catégories d'entreprises que l'on cite. Moi, je me dis que, à partir d'expériences aussi que je fais sur le terrain, que quelquefois la compétition est compliquée entre les deux catégories, parce qu'effectivement, nous, je dirais, secteur associatif, en conformité avec nos valeurs, on essaye aussi d'introduire dans nos méthodes, donc logique développement durable, logique participative, logique citoyenne. Je dirais, on va au-delà peut-être de la demande primaire telle qu'elle est formulée par l'usager ou le client, dirait l'entreprise du champ, du secteur marchand. Et effectivement, dans la mesure où on n'a pas cette préoccupation dans la manière d'agir, de se conformer à ces valeurs, on peut être consacré toute la force au travail de marketing. Vous m'exprimez un besoin, une demande, je prends ce besoin, je vous fournis la réponse propre, nette, point, le reste, je ne m'en occupe pas. Nous, effectivement, on a tendance à élargir, à impliquer à la fois les usagers, à impliquer les entourages, etc. Ça nous complique l'existence et on peut être pris de vitesse par des gens qui, à la fois, sont plus compréhensibles quelquefois par les usagers, et aussi on peut être pris de vitesse par les pouvoirs publics qui, eux, sont de plus en plus dans des temps courts et attendent une réponse immédiate, donc une prestation qu'ils financent. Merci. Alors, aux deux Hugues, à la fois de répondre et de conclure. Brièvement, sur la permanence,
Bon, pour moi, je répondrais qu'il doit y avoir une permanence des valeurs. Moi, je me suis engagé dans l'économie sociale. Les valeurs qui m'y ont fait rentrer sont toujours actuelles et les mêmes. C'est des valeurs de solidarité, de démocratie. Par contre, si la permanence, c'est la permanence des façons de faire, de la méthode, des façons, entre guillemets, de gérer ou de diriger ou d'entreprendre, là, je pense qu'il y a péril. Il y a péril. Et que donc, là, je pense qu'il faut changer. Et que si on ne change pas, il y a du gros souci à se faire. Parce que la mer va être très agitée devant nous, hein, très très agitée, et j'ai pas plaisir à le dire. Donc il y a intérêt à changer quand même la manière dont on monte les voiles, dont on les borde, dont on tient le gouvernail. Parce que sinon, et encore une fois, quand j'observe dans certaines associations, celles qui vont et celles qui vont pas, on voit où sont les différences. Permanence, mais changement dans un certain nombre de choses. Deuxièmement, le débat sur la vertu, je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce sujet-là, de savoir si est-ce que ceux-là sont plus vertueux que ceux-là, parce que ça, c'est de l'affichage. Ce qui est important, c'est de le démontrer. Voilà. Celui qui me dit « je suis vertueux », certes, mais montrez-le. Et donc, toutes les problématiques actuelles qui tournent autour de ces idées d'évaluation de l'utilité sociale, sujet sur lequel le monde associatif, cher Jean, quand même, je me souviens qu'au CNVA, il y avait des travaux là-dessus. Tout ce qui est l'évaluation de l'utilité sociale, tout ce qui est ce que les autres appellent maintenant la mesure de l'impact social, sont des enjeux fondamentaux, parce que c'est là où on rend compte de la réalité ou pas, non seulement de sa vertu, mais de son projet. C'est-à-dire, je vous dis que je vais créer des emplois, puisque la question a été posée, et je vous le démontre. Ou je vous dis que je vais être plus solidaire, et je vous le démontre. Donc ça, il faut l'investir, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, et je suis placé à un endroit où je le vois, c'est que c'est un peu les financiers qui vont avoir tendance à définir les indicateurs d'impact. Parce que c'est eux qui amènent l'argent, et si le mouvement de l'économie sociale, le mouvement associatif ne travaille pas lui-même sur les indicateurs pour avoir non seulement des valeurs, mais derrière des outils, il y a un risque que ce soit effectivement les financiers qui fixent les indicateurs. Oui, mais donc peut-être qu'il faut poursuivre et amplifier, parce que je ne suis pas... Enfin, je vous entends, mais c'est pas forcément ce que je vois complètement aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits. Bon, non, mais on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Je veux bien vous parler de la Banque publique d'investissement, des critères qui sont élaborés dans le groupe d'experts de Bruxelles, etc. Je pense qu'il y a une présence à accroître. Et je termine là-dessus. Il me semble que ceux qui veulent défendre cette vision d'entreprise associative de l'économie sociale, il y a un gros intérêt à maintenant faire réseau au niveau européen. Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai pris la peine d'être à Bruxelles et d'être dans le groupe d'experts de Bruxelles. Et je vois bien que c'est comment les lobbies qu'on aime bien qualifier d'anglo-saxons sont présents. Comment ? Mais oui, mais la question, c'est la question, c'est que la Commission a défini un groupe d'experts, a défini des critères. Qu'elle a choisi. Ben, ils ne sont pas représentatifs. Mais oui, mais enfin, franchement, je pense que c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour y rentrer, comment est-ce qu'on fait pour porter la voix, comment est-ce qu'on fait pour être présent et influencer le cours des choses. Bon, maintenant, celui-là, il est fait. De toute façon, c'est pas un truc essentiel. Mais pour l'avenir, par contre, que ce que vous représentez, ce que vous défendez soit plus réseauté, plus présent au niveau européen, je pense que c'est un vrai enjeu, parce que je vois fonctionner les lobbies, disons, entrepreneuriaux sociaux plus commerciaux, plus musclés que les Français. Qui sont plus musclés que les Français, et les Français ou les autres, quoi. Merci Hugues. À l'autre Hugues, alors, Widor, de dire le mot de la fin. Mot de la fin, donc pour constater, partager l'approche que la gestion aujourd'hui d'une entreprise associative est d'une très grande complexité et nécessite de fortes compétences qui elles-mêmes nécessitent formation, accompagnement, démarche, réseau. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas assez, et notamment par rapport à des entreprises, disons, classiques, sans stigmatiser sur les entreprises dont on vient de parler. Et dans ce cadre-là, il est évident que nous avons devant nous un grand chantier pour traverser une mer agitée. C'est effectivement d'être présent, et beaucoup plus présent au niveau européen, de nous organiser en réseau et d'avoir des démarches de communication marketing qui ne résolvent pas tout, mais qui nous permettent d'être présents et connus au niveau des représentations politiques et de l'opinion publique. Puisque s'il y a reconnaissance politique, c'est bien parce qu'il y aura eu la reconnaissance par l'opinion publique de la plus-value
plus des interventions associatives. Ça, c'est absolument capital. Un dernier point, pour ne pas être trop long, mais pour dire que de réaffirmer une chose, c'est, et ce que défend aussi l'UNIOPS, hein, c'est l'économie au service du projet. Je pense que ça doit quand même être un peu notre fil conducteur, de ne pas le perdre de vue au nom de je ne sais quelle réalité socio-économique. Bon, l'économie au service du projet, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire attention, parce que les logiques de marché, elles peuvent provoquer de la ségrégation. Or, nous, on est pour l'accès à tous à la santé, par exemple. On est sur des politiques de solidarité. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi que dans le cadre de redistribution aux actionnaires, puisque ça reste quand même inscrit dans le projet, puisqu'on est à 50%, hein, si je ne me suis pas trompé, ça me pose question, parce que quand on est sur des financements de politique de solidarité, comment est-ce qu'on peut admettre que finalement ça revienne à de l'actionnariat ? Ça me pose problème. Et du coup, je me dis que est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la logique ? C'est-à-dire, au lieu que ça soit 50%, mais que tout simplement, qu'il n'y ait pas d'excédent qui soit reversé aux actionnaires, mais que tout soit réinvesti tout simplement dans le projet. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on est jusqu'au boutisme dans la logique des valeurs et des principes de l'ESS. Ce n'est pas un ersatz, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Merci. Alors, je crois que là, ça serait encore l'objet de pas mal de débats, mais merci aux deux Hugues.